Non, monsieur le chef du service central de prévention de la corruption, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Donc, nous allons d'abord vous entendre pendant une quinzaine de minutes pour que vous nous exposiez à partir du canevas qui vous a été transmis un peu vos conceptions de la prise illégale d'intérêt, de la prévention de la prise illégale d'intérêt. Et puis ensuite, on vous posera des questions pendant une demi-heure. Parfait. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président, d'abord merci de m'avoir convié à cette réflexion sur la notion de conflit d'intérêt et la prévention dans la vie publique. Alors, cette notion de conflit d'intérêt, qui est d'origine anglo-saxonne, comme chacun le sait maintenant, tout comme celle de lobbying d'ailleurs, ne fait pas à l'heure actuelle l'objet d'une définition générale en droit interne français. Toutefois, il en existe des définitions, notamment en ce qui concerne les agents publics, qui sont fournis soit par le Conseil d'Europe, soit par l'OCDE, et qui sont tout à fait acceptables. Alors, dans le rapport 2004 du Service central de prévention de la corruption, que je dirige actuellement, mais ce rapport a été fait par mes prédécesseurs, ces définitions ont été rappelées. Bon, vous avez certainement ces documents, sinon je vous les laisserai. D'autres personnes ont tenté de définir la notion de conflit d'intérêt. Le professeur Méry, que vous entendez tout à l'heure, a également donné des définitions récemment. Je lui laisserai évidemment le soin de vous les rapporter. Mais en général, ces définitions font référence à l'intérêt personnel de l'agent public, intérêt réel, apparent ou potentiel, intérêt qui pourrait être de nature à entraîner un doute ou une suspicion quant à l'exercice impartial de ses fonctions. Les organisations, donc Conseil de l'Europe, OCDE, ONU, s'intéressent dans leur groupe de travail spécialisé dans la prévention de la corruption à cette notion de conflit d'intérêts. Et l'OCDE en particulier, dans le groupe gouvernance publique, a procédé à différentes études sur les conflits d'intérêts et actuellement, vous le savez, mène un questionnaire international au sujet des membres des cabinets ministériels. Enfin, je crois que vous entendrez un responsable de l'OCDE, donc il vous en parlera. Moi, je note que ces dernières années, alors je sais que vous procédez à une étude de droit comparé sur le sujet, et de nombreux télégrammes diplomatiques font état donc, des différentes législations, mais ces dernières années, de nombreux États, en particulier en Europe du Sud-Est, les Balkans, ont édicté des lois sur les conflits d'intérêts et pris des dispositions pour prévenir toute interférence ou confusion entre intérêts publics ou privés des décideurs. Le cœur, en fait, de ces dispositions consiste en général dans des déclarations d'intérêt ou de patrimoine. Et elles s'appliquent, ces obligations de déclaration d'intérêt, à un grand nombre d'agents publics, magistrats, fonctionnaires, personnels politiques, notamment les ministres, chefs d'État également. En France, je disais qu'il n'y avait pas d'appréhension globale du phénomène, mais des initiatives ont été prises en ce qui concerne la prévention de conflits d'intérêts par différentes administrations, des entreprises publiques, des entreprises privées. Certaines préconisent des déclarations publiques d'intérêt, d'autres ont édicté, administrations ou entreprises, des codes ou des recueils de déontologie. Je peux, par exemple, faire état, puisque je suis magistrat, du récent recueil des obligations déontologiques des magistrats qu'a réalisé le Conseil supérieur de magistrature, qui est tout récent, qui est sorti cette année, et qui, dans ses pages 16 et 17, fait état, dans les recommandations et préconisations dans le chapitre relatif à l'intégrité des magistrats, à la probité, fait état donc du problème de conflit d'intérêts, par exemple, en recommandant de faire attention que les activités extrajudiciaires autorisées ne puissent provoquer de conflit d'intérêts, en indiquant également que le choix systématique, je note, des mêmes experts ou mandataires par un juge peut susciter un soupçon de dépendance, en disant que le juge doit, sans attendre une éventuelle récusation, s'abstenir d'intervenir dans toute procédure présentant un caractère donc susceptible de l'impliquer lui-même ou des proches, directement ou indirectement, etc., etc. Et en rappelant dans ce recueil que les textes laissent à la libre conscience du magistrat, sans l'obliger, sans l'expliquer, le choix de s'abstenir dans le traitement d'une affaire. Étant précisé que ce recueil, vous l'avez sans doute, sinon je vous le laisse, ce recueil, comme son nom l'indique, n'est pas un code, donc c'est pas une... Il n'y a pas d'obligation légale pour les magistrats, ce sont donc des recommandations. Alors le service que je dirige, central de prévention de la corruption, depuis peu de temps, depuis 2 mois, dans le cadre de sa mission d'analyse nécessaire à la détection et à la prévention des faits de corruption, au sens large, qui est sa mission,
a été amené à se pencher sur la question de conflit d'intérêts dans ses rapports, 2004 dans le secteur public, 2005 dans le secteur privé. Mais sans relire le texte de ces rapports que vous avez, je crois qu'il faut parler d'abord du champ du conflit d'intérêts et ensuite de la prévention des conflits d'intérêts. Cette prévention peut-elle être aujourd'hui correctement réalisée dans le cadre des instances existantes ou faut-il imaginer une instance ad hoc chargée de la prévention des conflits d'intérêts? Alors, champ des conflits d'intérêts. Une fois définie la nature des intérêts susceptibles d'entraîner un conflit, alors, à mon sens, ce serait plutôt un intérêt matériel, pécuniaire, direct ou indirect, que les intérêts résultant des convictions personnelles de l'agent dans les domaines moral, politique ou confessionnel. Je rappelle à ce propos que la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 3 novembre 2003, avait considéré que les intérêts ou les convictions de l'agent dans ces domaines, dans le cas de figure, c'était dans le domaine confessionnel, ne sont pas de nature en eux-mêmes, sauf à rapporter des éléments en ce sens, à démontrer la réalité d'une partialité. L'arrêt de la Cour d'appel de Paris statuait à propos d'une demande de récusation, vous connaissez sans doute cet arrêt, récusation d'un magistrat de confession juive par un requérant qui se déclarait d'origine arabe et de confession musulmane et qui faisait référence d'une part au conflit israélo-palestinien et d'autre part à la confession juive du dirigeant de la société qu'il attaquait en justice. Et donc il disait, mon magistrat qui doit juger mon affaire étant lui-même de confession juive, sa partialité est en cause. Donc la Cour d'appel, je crois, a sagement considéré que si ce simple fait objectif n'était pas susceptible de constituer en lui-même un conflit d'intérêts sans autre élément permettant de s'en convaincre. Alors, le champ d'application du conflit d'intérêts aux proches de l'agent public, conjoints, enfants, parents, cercles concentriques qui peuvent aller très loin. Alors, je suis conscient des difficultés que pourrait entraîner un régime d'interdiction ou d'incompatibilité très strict dans un large cercle autour de l'agent public, mais il n'en demeure pas moins qu'au niveau de l'information, de la transparence et de la détection préventive, puisqu'il s'agit ici de prévention des conflits d'intérêts possibles, il importe que le champ d'application soit largement défini. Par exemple, la jurisprudence définit de manière très large la prise illégale d'intérêt en l'étendant aux proches, aux conjoints, aux beaux-parents, etc. Donc, moi, je serais partisan d'appliquer de manière assez large, au niveau, en tout cas, de la connaissance, de la transparence, cette notion de conflit d'intérêt. Délai et seuil à partir desquels un conflit d'intérêt n'est plus possible. Alors, seuil minimum, faut-il un seuil minimum à partir duquel on peut considérer qu'un conflit d'intérêt est possible? Ça me semble difficile. En matière, vous savez, en matière pénale, en matière de conflit d'intérêt, c'est pas pénal pour l'instant. Je ne pense pas que ça doive l'être, mais en matière pénale, la corruption, les abus de biens sociaux, même le vol, le délit le plus simple, il n'y a pas de seuil minimal. Qui vole un œuf vole un bœuf. En corruption, il n'y a pas de petite et grande corruption. On touche un pot de vin de 10 euros ou de 10 millions d'euros. La qualification est la même. Donc je pense que le seuil du conflit d'intérêt, c'est une notion qui serait difficile à instituer de manière cohérente. Par contre, le délai, moi je crois qu'il est tout à fait possible de considérer qu'à partir d'un certain délai, après la cessation de fonction de l'agent public, ou la fin de l'intérêt personnel privé ou public de l'agent, la problématique du conflit d'intérêt n'a plus lieu d'être. Je pense que ce délai pourrait être fixé à 3 ans, comme 3 ans, c'est le seuil, évidemment, en droit pénal de la prescription, mais c'est également depuis 2007 le seuil et le délai qui est appliqué aux fonctionnaires en matière de déontologie. Alors, j'ajoute, avant de parler de la prévention des conflits d'intérêts, qu'on parle souvent d'intérêt public-privé, mais des décisions de portée générale peuvent être également de nature à entraîner une suspicion de conflit d'intérêts. L'exemple classique, c'est le tracé d'une autoroute ou d'une voie de chemin de fer et de ses conséquences en termes d'expropriation, par exemple. Si vous faites faire une large courbe sinueuse, un projet d'autoroute parce que vous avez des intérêts viticoles dans la région ou une propriété, il y a conflit d'intérêts entre la décision d'intérêt général, tracé de route ou de voie de chemin de fer que vous êtes amené à prendre et vos intérêts privés, directs ou indirects, sur un parcelle de terrain que vous voulez préserver. Donc, décision de portée générale, à mon sens, c'est tout à fait
ça rentre tout à fait dans le champ de la prévention des conflits d'intérêts. Prévention des conflits d'intérêts, et ça c'est le sujet qui est au cœur de votre mission, évidemment. Faut-il utiliser les instances existantes ou faut-il créer une instance ad hoc? Or, instance existante, moi j'en ai détecté 3, si je puis dire, peut-être en trouver d'autres, mais aucune, à mon sens, ne convient suffisamment. La commission sur la transparence financière de la vie politique s'attache essentiellement aux déclarations de patrimoine des élus, d'ailleurs sans pouvoir de vérification ni de sanction. Bon, je fais la distinction entre patrimoine et conflit d'intérêts. La commission de déontologie des fonctionnaires, qui ne concerne pas les magistrats d'ailleurs, donne son avis sur ce qui n'est que l'un des aspects possibles du conflit d'intérêts, c'est-à-dire le passage du secteur public au secteur privé d'une personne. Et troisième institution existante, troisième instance existante, le SCPC. Je m'excuse de devoir en parler, mais le SCPC joue, en l'état de par ses attributions, un certain rôle dans la prévention des conflits d'intérêts, puisque la loi du 9 janvier 1993, qui a créé le SCPC et créé d'ailleurs aussi la commission de déontologie, dans le même texte, a prévu, dans son article 1er alinéa 3, que ce service donne, sur leur demande, alors j'insiste parce que sur leur demande, ça indique le caractère limité de cette mesure, aux autorités administratives, le service donc donne aux autorités administratives sur leur demande des avis sur les mesures susceptibles d'être prises pour prévenir donc les faits au sens large de corruption ou d'atteinte à la probité. Et le décret du 22 février 1993 relatif au CPC énumère les autorités qui peuvent saisir de demandes d'avis le service central de prévention de corruption, donc sont les ministres, les préfets, les chefs de juridiction financière, les présidents de commissions de transparence financière de vie politique, de différentes commissions, etc. Autorités de la concurrence, vous les connaissez, des directeurs d'établissements publics, les comptables publics, les élus locaux, pas les parlementaires, les élus locaux, donc maires, présidents de conseils généraux, régionaux, etc. Et là, il faut bien constater que depuis son origine, le SCPC est très peu saisi de telles demandes d'avis. Les saisines émanent en général d'élus locaux, presque toujours, ou parfois, de manière moindre, de responsables d'établissements publics. Elles portent jamais quasiment de ministres, en tout cas ces dernières années, ni de préfets. En général, elles portent sur les craintes pour les élus locaux de se voir impliqués ou soupçonnés de prise illégale d'intérêt, et elles abordent le conflit d'intérêts. Alors très peu de demandes. Quand je dis très peu, c'est vraiment très peu. J'ai regardé pour ces 2 dernières années les demandes d'avis émanant de ces autorités administratives, donc uniquement des élus. 4 demandes en 2009, 3 émanant de maires et 1 d'un président de conseil général. Et en 2010, à ce jour, 3 demandes qui émanent de maires de communes de différentes importances, mais pas des plus grosses villes, de notre pays. Donc assez peu de saisines, puisqu'encore une fois, la saisine du service pour avis est facultative. Et il n'y a pas de saisine d'office du service central de prévention de la corruption. Alors, parmi les instances existantes, ce n'est pas une instance, mais parmi les mécanismes existants qui peuvent prévenir les conflits d'intérêts, il faut souligner, comme toujours, le rôle dissuasif que peuvent avoir les incriminations pénales, la définition des incriminations pénales qui viennent sanctionner les transgressions. C'est le côté dissuasion et exemplarité de la loi pénale, ainsi aussi que les diverses incompatibilités ou interdictions qui s'attachent à certaines professions. Magistrats, préfets, commissaires de police, etc. Administrateurs des finances publiques. Mais tout ceci n'est manifestement pas suffisant et il faut imaginer des procédures tentant de mettre la France à l'unisson des standards internationaux en matière de prévention des conflits d'intérêts, parce que, je le disais au début de mon intervention, c'est une notion qui, à l'heure actuelle, dans un centre international, est tout à fait examinée, tout à fait en pointe, et la France, si elle a su mettre sa législation pénale à jour en matière d'infraction à la probité, en matière de prévention, je pense qu'il y a encore quelques progrès à faire. Alors, quel mécanisme à imaginer ? Le principal, c'est, je ne dis rien de révolutionnaire, hein, mais le principal, c'est la transparence. La transparence, de nature à éviter le doute et les soupçons,
Cette transparence, à mon sens, ne peut être réalisée que par une déclaration d'intérêt des autorités et agents publics concernés. Alors, faut-il inclure dans cette déclaration d'intérêt une déclaration de patrimoine de la personne intéressée? À mon sens, en matière de conflit d'intérêts, pas nécessairement. La déclaration de patrimoine, ça vise à détecter une éventuelle corruption en analysant l'évolution de l'enrichissement d'une personne entre le début de son mandat public ou de son exercice d'une fonction publique et la sortie de ce secteur public. Le conflit d'intérêts dans la vie publique concerne les risques qui peuvent naître au cours de l'activité publique du fait des autres intérêts privés ou publics de la personne concernée. Et les intérêts, je disais, au sens large, si on applique un sens large aux membres de la famille, ça ne sera pas forcément le patrimoine personnel de l'agent public qui permettra de détecter ces conflits d'intérêts. Donc la déclaration d'intérêt doit porter pour moi essentiellement sur les intérêts de la personne dans le secteur d'activité où elle exerce ses fonctions publiques. Sinon, c'est peut-être trop intrusif de lui demander l'intégralité de ses intérêts. Il doit s'agir d'une déclaration obligatoire. Sinon, tout ce qui est facultatif perd quand même beaucoup de sa portée. Préalable à l'entrée en fonction, ou peut-être pour les ministres dans un délai limité suivant leur nomination, et actualisée en cas de modification au cours de l'exercice des fonctions publiques par la personne. Et cette déclaration doit être publique. Là aussi, c'est la transparence. Alors, public, il faut élaborer des procédures. Par exemple, faculté de consultation au sein de l'instance ad hoc dont je parlais tout à l'heure, comme c'est partiellement le cas en matière fiscale à l'heure actuelle, pour les contribuables qui peuvent avoir accès aux déclarations fiscales des résidents de leur commune. Et donc, instance ad hoc. Alors, je disais que le SCPC avait naturellement vocation à fournir des avis en matière de conflit d'intérêts. Je ne pense pas qu'il puisse constituer seul, en l'état actuel de son organisation, l'instance destinée à recevoir et examiner les déclarations d'intérêts. Je pense que cette instance pourrait être composée, alors on peut imaginer une autorité indépendante, on peut aussi imaginer des magistrats, donc pour être composée d'une commission formée par les chefs des plus hautes juridictions judiciaires, administratives, financières. Et je pense que le SCPC et son chef, il y aurait également sa place. Alors cette instance devrait être chargée de recevoir et examiner les déclarations d'intérêt, devoir avoir un certain nombre de pouvoir de demander des précisions complémentaires aux déclarants et adresser des observations au vu des déclarations effectuées, y compris éventuellement des observations ou des recommandations sur l'inopportunité de l'agent public à traiter de tel ou tel secteur d'activité au regard de ses intérêts déclarés, préconisant en quelque sorte le déport ou le désinvestissement de l'agence domaine. Et ces observations ou recommandations de l'instance, je ne lui donne pas de nom pour l'instant, de l'instance qui me semble nécessaire de créer, doivent également faire l'objet d'une publicité. Alors à définir, publication au journal officiel par exemple. Alors, déclaration obligatoire, publicité, pouvoir d'observation de l'instance. Faut-il aller plus loin et donner un pouvoir de contrôle ou d'enquête à cette instance, autre que celui de demander des indications complémentaires aux déclarants? Ça me semble difficile pour deux raisons. Enfin, difficile en tout cas, inopportun pour deux raisons. Premièrement, la philosophie de la prévention des conflits d'intérêts, ça repose sur la transparence, la pédagogie et la publicité. Or, la presse, les particuliers, pourront ainsi mettre à jour s'il y a lieu des problèmes ou des contradictions non apparues dans les déclarations. Et sur ces bases, donc articles de presse, courrier reçu, l'instance pourra demander des précisions à la personne concernée et formuler de nouvelles observations en tant que de besoin. Donc s'il y a une publicité et une transparence suffisante, je crois que ça permet d'assurer pour l'instance son information suffisante. Et en second lieu, donner un pouvoir d'enquête à une instance qui restera administrative risquerait de la mettre à porte-à-faux quant à d'éventuelles enquêtes judiciaires qui pourraient être menées simultanément ou postérieurement et qui ne seraient pas liées par la conclusion de l'instance. De plus, cette instance aura, on pourrait imaginer certains pouvoirs d'enquête administrative, elle n'aura jamais les pouvoirs étendus de l'enquête judiciaire. Et donc, il y a un risque là de ce qu'une enquête moins aboutie ne mette en porte-à-faux finalement cette instance. Il ne faut pas oublier que le conflit d'intérêts qu'il est tenté de prévenir par ces déclarations, par cette instance, peut toujours déboucher sur des infractions pénales. Et donc,
la personne qui risquerait d'être poursuivie pénalement ne doit pas pouvoir se garantir, se faire un bouclier d'une décision d'une instance qui aurait fait un semblant d'enquête, si vous voulez. Par contre, je disais, déclaration obligatoire, publicité des déclarations, donc qui permet d'avoir des informations pour l'instance et de faire de l'observation. Il faut, là aussi, toute obligation sans sanction perd sa portée. Donc il faut imaginer, réfléchir sur les sanctions applicables en cas de non-déclaration ou de fausse déclaration, c'est-à-dire déclaration partielle, par exemple, ou mensongère. Alors, sanctions administratives, sanctions professionnelles, pour les ministres, ça paraît difficile, enfin, interdiction d'exercer. Sanctions pénales par création d'une incrimination spéciale, de fausses déclarations. Je crois que la question est à l'étude actuellement au ministère de la Justice. Vous venez d'entendre la directrice des affaires criminelles. Je crois que c'est tout à fait possible, création d'une incrimination spéciale. Et par ailleurs, tout ceci indépendamment de l'application toujours possible, bien sûr, des dispositions de l'article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire la possibilité de dénoncer au procureur des publics des infractions qui paraîtraient, qui seraient portées à la connaissance de l'instance. Alors, j'en termine, je crois que je suis dans les temps. Obligation de déclaration d'intérêt, publicité de ces déclarations, sanction des non-déclarations ou des fausses déclarations constituent les piliers, je crois, d'une politique de prévention des conflits d'intérêts des responsables publics. Et dernier point, j'en termine, à qui ces règles devraient-elles s'appliquer? Alors, votre commission n'a pas dans son champ les élus. Alors c'est peut-être regrettable parce que finalement, ça serait bien d'avoir une politique commune, en tout cas des règles communes pour tous les responsables politiques et de la fonction publique, parce que les élus sont de toute évidence confrontés à la même problématique, ne serait-ce que le cumul des mandats est parfois source de conflits d'intérêts, potentiels en tout cas. Mais dans le cadre de votre mission, les ministres, c'est dans votre mission, les membres des cabinets ministériels, me semble-t-il, alors tous, ou que les plus importants, les directeurs de cabinet, pas les autres, enfin ça c'est à voir, les directeurs d'administration centrale, des hauts fonctionnaires, les responsables d'établissements d'entreprises publiques, c'est dans votre lettre de mission. Faut-il y inclure d'autres hauts fonctionnaires et les magistrats, qu'ils soient judiciaires, financiers ou administratifs? Pas forcément, je dirais. Tout dépend de l'étendue qui sera voulue pour cette instance. Il faut rappeler que de nombreux corps possèdent des règles et des instances de contrôle et d'inspection, la magistrature en particulier, qui peuvent utilement jouer un rôle dans la prévention des conflits d'intérêts. Et donc, c'est peut-être pas la peine de créer une instance qui serait débordée par la masse des personnes qu'elle aurait à contrôler. Voilà, Monsieur le Président, messieurs, c'est quelques mots d'introduction. Merci de ces éléments très, très précis. Je voudrais vous demander d'abord votre point de vue sur le bilan, que vous tirez des dispositifs pénaux existants dans le Code pénal. On a appris donc dans l'heure qui précède qu'il y avait 160 condamnations pénales pour les manquements à la probité, c'est-à-dire corruption, trafic d'influence, politique légale d'intérêt. Et pour vous, est-ce que ce dispositif pénal est efficace? En quoi pêche-t-il? Comment devrait-il être réformé? Alors, création. Alors, en quoi pêche-t-il? Ce sont des infractions qu'il est difficile de mettre à jour. Et je pense que en matière de prise illégale d'intérêt, en matière de marché public, il doit y avoir très certainement une masse noire, je dirais, d'infractions, une masse souterraine qui n'est pas portée à la connaissance des autorités judiciaires, donc des parquets et des juges. Ce n'est pas parce que les incriminations pénales, les textes font défaut. Je crois que les textes, ils sont en cours d'évolution d'ailleurs, mais ils sont tout à fait suffisants. Ils ont été modifiés en 2007 après la signature et la ratification par la France de dernière convention contre la corruption. Donc je crois que l'arsenal législatif il évolue comme tout arsenal pénal, mais il est suffisant. Je crois que c'est la nature même de ces infractions qui est difficile à mettre en œuvre et qui doit faire l'objet, sans doute, sauf scandale avéré, sauf peut-être règlement de compte dans les municipalités à l'occasion d'un changement de majorité ou
qui doivent faire l'objet sans doute d'un certain secret, d'un certain silence, et leur détection est difficile. Et je pense que, justement, la prévention des conflits d'intérêts, la déclaration des intérêts des personnes, la publicité de ces déclarations, enfin tout ce dont nous venons de parler, pourrait jouer un jeu dans certains, dans la mise à jour d'agissements qui pour l'instant sont réels mais sont méconnus. Très bien. Donc vous avez, pour le pénal, je reviens au délit de prise illégale d'intérêt. Donc vous estimez que le dispositif tel qu'il existe est maintenant suffisamment robuste. Vous ne proposez pas du tout sa modification, ou soit son renforcement, soit son allègement. Moi, je ne suis pas le directeur des affaires criminelles. Non, mais donc, vous avez le droit d'avoir une opinion. Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est une infraction qui est à l'heure actuelle suffisamment précise et qui peut fonctionner. D'accord. Vous avez évoqué donc bien sûr le dispositif préventif que représenterait la déclaration d'intérêt, mais indépendamment du pénal, indépendamment de la déclaration d'intérêt, dont vous avez souligné qu'elle doit être effective et qu'elle doit être d'une manière ou d'une autre sanctionnée à travers la publicité, puis quelque infraction pénale si, par exemple, on n'a pas fait sa déclaration d'intérêt ou si on a fait une déclaration mensongère. Est-ce que vous croyez qu'il pourrait être utile ou pas de renforcer des mécanismes d'incompatibilité? Parce qu'au fond, il y a deux familles de règles. Il y a des règles contraignantes et des règles incitatives ou déontologiques. Et dans les règles contraignantes, il y a le pénal qui intervient un peu ex post, et puis il y a l'incompatibilité qui est un peu ex ante. On dit, bah, écoutez, vous ne pouvez pas, dans telle situation personnelle, exercer telle fonction publique, ou plutôt, si vous exercez telle fonction publique, il vous est interdit d'avoir tel intérêt privé. Les incompatibilités existent dans un certain nombre de professions. Est-ce qu'il faut les augmenter pour la personne elle-même, pour l'agent public lui-même, je n'en sais rien. Je crois que en ce qui concerne le conflit d'intérêts, ce qui est le risque, la tentation, c'est l'entourage de l'agent public. Et donc, le conflit d'intérêts, c'est pour ça que la notion d'entourage, me semble-t-il, est importante. Les relations, les épouses, les parents, les beaux-parents, etc. Et donc, là, l'incompatibilité est difficile, sauf à empêcher tous les membres de la famille de l'agent public à exercer des professions pour lesquelles ils sont peut-être qualifiés. Dans la magistrature, par exemple, peut-on imaginer d'interdire à un magistrat d'avoir un conjoint avocat? Il y a peut-être plusieurs centaines de collègues magistrats qui ont des conjoints avocats. Est-ce qu'il faut interdire à un magistrat d'avoir un conjoint ou un fils ou un frère expert, par exemple, s'il est médecin, s'il est architecte, enfin médecin expert. Moi, je crois que, encore que pour l'expert, je pense que le magistrat ne désignerait pas son parent. Mais enfin, je crois que la détection, en tout cas la prévention par la déclaration et la publicité est plus efficace, enfin en tout cas, et moins dure aussi que les incompatibilités. C'est-à-dire à partir du moment où on sait que, en plus, bon, parler des magistrats, les magistrats, il y a quand même des règles pour s'auto-déporter si on a une relation personnelle avec une des parties d'un procès. Mais je crois que à partir du moment où on sait et où publiquement, alors, cette publicité, on pourra en parler, comment s'effectue-t-elle? Est-ce qu'il faut que ce soit publié en ligne, par exemple sur Internet, que tout le monde puisse avoir accès à la déclaration d'intérêt de tous les agents publics? Peut-être pas. On pourrait imaginer qu'elle soit consultable, par exemple, dans les locaux de l'instance, sur demande écrite, peut-être pas totalement, mais enfin, il faut quand même qu'il y ait une transparence. Donc, il faut quand même que soit porté à la connaissance du public que monsieur un tel qui exerce telle fonction publique a des intérêts dans telle société industrielle, etc. Commerciale. Et à votre avis, la Commission européenne fait comment? L'Union européenne fait comment pour ses commissaires? L'Union européenne, elle a parfois des problèmes avec ses commissaires.
Oui, mais en termes de publicité des déclarations d'intérêt, en fait, elles sont consultables. Hein. Oui, oui. Moi, j'ai regardé des déclarations d'intérêt non, mais moi, je suis pas du tout hostile, des commissaires européens sur l'Internet. Hein. Je ne suis pas allé à Bruxelles. Au fond... Et vous croyez que dans la tradition française, ça ne serait pas considéré comme d'un couloir du 5e étage du Berlaymont pour savoir où était cachée la déclaration d'intérêt de M. Barnier. J'ai lu la déclaration d'intérêt de M. Barnier. Oui, mais si on établit une obligation de déclaration d'intérêt pour quand même un grand nombre de fonctionnaires, tous les membres des cabinets ministériels et les membres des directeurs, est-ce que c'est pas trop? Enfin, moi, ça me dérange pas. Ça me dérangerait pas personnellement de faire une déclaration d'intérêt. Mais est-ce que cette publication en ligne à tout le monde, y compris de manière internationale, d'ailleurs, si c'est sur Internet, est souhaitable ou est-ce qu'il faut... C'est un peu à vous de nous le dire. Oui, voilà. Oui. On vous pose. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous apparaît souhaitable ou pas? Moi, je suis pour la publicité. Voilà. Alors, pour la publicité, il faut voir ce qui est tolérable, je dirais, par le corps social. Effectivement, si la publicité est possible en se déplaçant au secrétariat de l'instance qui serait créée, après tout, pourquoi ne pas la mettre en ligne pour tout le monde? Moi, je suis pour la publicité, pour la transparence. Maintenant, voilà, est-ce qu'il ne faut pas quand même établir une petite procédure pour l'accès à ces informations? Peut-être que oui. Alors, vous avez dit les ministres, oui, les membres de cabinets ministériels, les directeurs de ministères, les patrons, les responsables des entreprises publiques, mais au-delà, qu'est-ce que vous proposez pour la prévention des conflits d'intérêts? Est-ce que vous proposez pour les fonctionnaires d'aller beaucoup plus loin dans la déclaration d'intérêts? Jusqu'où? Ou est-ce que vous proposez des mécanismes alternatifs? Les fonctionnaires autres que ceux que... Autres que ceux dont on vient de parler. On a bien compris que pour ceux dont on venait de parler, vous étiez clairement pour la déclaration d'intérêt, avec des modalités de publicité qui peuvent être variables. Transparence, publicité, des obligations, sanctions, etc. Pour les fonctionnaires autres, en descendant les échelons ou sans descendre dans des catégories comme les magistrats, par exemple, je serais plutôt favorable à laisser la déontologie s'exercer en interne par les corps d'inspection, les conseils supérieurs de discipline ou de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats. D'accord. Pour éviter aussi de transformer cette instance en énorme administration chargée de contrôler des milliers de personnes. Et vous voulez une instance de contrôle, enfin on rentre un peu dans le boutiquage, mais vous pensez à une instance de contrôle un peu unique, en tout cas pour ministres et puis la tête de réseau, c'est-à-dire les cabinets, les directeurs de centrales, etc. Ça fait plusieurs centaines ou milliers de personnes. Quelques centaines de personnes, peut-être pas milliers, mais quelques centaines de personnes. Monsieur le Premier Président. Merci. Oui, vous avez évoqué tout à l'heure l'idée d'un seuil pour d'ailleurs la rejeter à partir du raisonnement qui vole un œuf, vole un bœuf. Alors, s'agissant de la problématique des cadeaux, bon, est-ce que là vous auriez le même raisonnement? Est-ce que... Non, je parlais des seuils pour les déclarations. Après, l'instance ferait ses observations, qu'elle jugerait utile, et ça serait elle qui dirait, à partir de là... Pour les cadeaux, c'est un problème à la fois, à mon avis... Pas les cadeaux ou les libéralités. Oui, les libéralités. Alors voilà, alors, il y a les cadeaux. Je sais qu'il y a eu, par exemple, je sais pas, Christian Vigouroux, à un moment, avait réfléchi à la problématique des cadeaux dans un secteur particulier. Pour les cadeaux, il y a les cadeaux d'usage. Bon, on va pas vous recevez une cravate quand vous assistez à un colloque, on ne va pas, je crois, vous obliger à une obligation de déclaration. La présidence des différents pays de l'Union européenne, le grand jeu, c'est chaque pays sort sa cravate, son foulard pour les dames, et bon, ça ne me paraît pas. Donc, cadeau d'usage, moi, La punition, c'est de l'accepter, le cadeau. Voilà. Et de le porter. Oui, c'est de le porter. C'est de le porter, mais le soir même, uniquement. Mais voilà. Donc ça, je crois que c'est pas... Les invitations au restaurant, ben là aussi, il y a deux traditions. L'Europe du Nord est beaucoup plus stricte, ou l'Allemagne, c'est que les fonctionnaires en Allemagne
une obligation de déclaration, y compris à leur administration, d'invitation au restaurant. Dans l'Europe du Sud, France, Italie, Espagne, etc., on accepte beaucoup plus volontiers une invitation de ce type. Moi, je crois que c'est une question de seuil. Un restaurant correct, mais pas le plus cher de Paris, c'est acceptable. Si vous êtes invité toutes les semaines, toujours par la même personne avec laquelle vous avez des liens, toujours pareil, c'est conflit d'intérêt, ça. Déclaration d'intérêt. Même personne que vous invite dans les plus chers, les plus grands restaurants de Paris. Ça peut poser un cadeau, ça. Ça peut poser problème. Les libéralités des entreprises avec lesquelles les agents publics peuvent être en contact. Mais les cadeaux, voilà. Et en ce qui concerne les cadeaux, moi je suis plutôt hostile, mis à part ces cadeaux d'usage, plutôt hostile à ce que les agents publics reçoivent des cadeaux, des caisses de champagne, des choses comme ça. C'est peut-être ma vision de magistrat. Président ? Non, ça va pour le moment. Oui, vous avez souligné une très faible saisine pour avis de votre en fonction de l'article 1. Comment l'expliquez-vous? Est-ce qu'il y a pourtant une liaison entre votre service et les administrations? Autrement dit, pensez-vous qu'elles sont sensibilisées à la possibilité de saisir le service? Et selon vous, si c'est le cas, pourquoi ne le font-elles pas? Comment pouvez-vous expliquer quand même, effectivement, un taux de saisine aussi faible? Sans doute deux raisons. Peut-être à l'heure actuelle une méconnaissance dans la société française du service central de prévention de la corruption, qui finalement a une reconnaissance internationale plus importante peut-être, ne serait-ce que parce que c'est un service qui est déclaré comme dans les conventions internationales comme étant le service en charge en France de la prévention de la corruption qu'en interne. Donc il y a certainement un travail de lisibilité à faire pour le service. Sa composition interministérielle doit normalement jouer pour cela. Il y a peut-être aussi, comme le service répond aux avis des autorités administratives et politiques à leurs demandes, comme d'ailleurs en matière judiciaire, on n'a pas parlé, mais ce n'est pas le sujet, mais il répond, il fait pas une expertise, mais une étude approfondie en matière judiciaire aux demandes des procureurs, des juges d'instruction, juges de tribunaux correctionnels dans le cas de supplément d'information, qui le saisissent. Pas d'autosaisine. Donc les élus locaux, encore une fois, c'est les communes, pas forcément les villages, mais enfin plutôt les villes de moyenne importance, qui peuvent saisir certaines entreprises ou certains, mais pas de manière très fréquente, je l'ai dit. Je pense premièrement méconnaissance et deuxièmement peut-être pour vivons cachés, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a assez peu il y a tout un côté souterrain dans ces agissements qui ne tient pas forcément à être. Mais est-ce que de toute façon votre service dispose des moyens nécessaires pour exercer efficacement sa mission, s'il était notamment saisi de façon quand même plus fréquente? Là, c'est le service central France Corruption. Ces moyens sont fournis d'une part par le ministère de la Justice, d'autre part par les différents ministères dont les agents concourent par le biais de la mise à disposition à former ces effectifs. C'est une question de volonté politique. Il est bien certain que s'il y avait une inflation de demandes et qu'il faille 2 ou 3 conseillers de plus, je ferai la demande de 2 ou 3 conseillers de plus et on verra bien quelle serait la réponse ou la non-réponse des ministères chargés de fournir ces conseillers. Et j'en tirerai les conséquences. Quel est l'effectif du SCPC aujourd'hui? Aujourd'hui, très réduit, Monsieur le Président. Très réduit, 5 personnes. Il passait de 10 à 5 parce qu'il y a des postes vacants, en particulier un magistrat de juridiction financière. Enfin, il y a différents ministères qui, pour l'instant, situation transitoire, je l'espère. Je vais vous poser 2 questions, Monsieur le Premier Président. J'en prie, c'est terminé. Vous avez terminé? 2 questions. Bon, la première, le SCPC s'intéresse à la prévention des conflits d'intérêts dans le secteur public, c'est l'objet de notre commission, mais aussi dans le secteur privé. Et j'aimerais savoir un peu à coup de serpe ce qui, pour vous, dans la problématique des conflits d'intérêts dans le secteur public et dans le secteur privé, qu'est-ce qui est commun et qu'est-ce qui est différent?
pas seulement d'ailleurs au niveau, j'allais dire, juridique et technique, mais un peu au niveau philosophique, au niveau fondamental. La deuxième chose, deuxième question. Vous êtes chef du service central de prévention de la corruption depuis le mois de juillet. Vous avez derrière vous une longue carrière judiciaire au sein du parquet, jusqu'au parquet général de la Cour de cassation. Et au fond, j'aimerais vous poser la question, un peu de confiance, comment voyez-vous évoluer la morale publique? Est-ce que les choses, selon vous, s'améliorent? Est-ce qu'elles se dégradent? Où va-t-on? Où va-t-on? Alors, il ne faut pas être trop pessimiste ni alarmiste. Les deux questions finalement se rejoignent. Je veux dire, je peux commencer par la deuxième question, mais ce qui, à un certain moment, pouvait tomber sous le sens, dans la morale républicaine traditionnelle de nos parents, grands-parents, manifestement, à l'heure actuelle, n'est plus évidente. Et le fait que le Conseil supérieur de la magistrature ait édicté un recueil d'obligations déontologiques qui, honnêtement, quand on lit, bon, il n'y a rien de révolutionnaire, ce sont presque des évidences, ce sont des recommandations de prudence, mais le CSM a considéré qu'il était nécessaire pour les magistrats de 2010 de rappeler ce qui, pour d'autres, constituait des évidences. Ça montre que la morale, à la fois privée et publique, n'est plus ce qu'elle était il y a quelques décennies, même si des scandales, on en a connu il y a 30, 40, 50 ans, ou sous la Troisième République, hein, et de tout temps, des scandales de corruption, des scandales liés à l'absence d'intégrité, on a toujours connu, mais de façon générale, je crois que le corps, je ne vais pas parler de l'école républicaine, de Jules Ferry, etc., le hussard noir de la République, mais enfin, il y avait quand même l'instruction civique, il y avait quand même une morale républicaine qui, aujourd'hui, est très largement oubliée et remplacée par des valeurs qui sont plus de réussite personnelle, financière, sans que l'intérêt général, si vous voulez, soit le maître à guider des comportements. Et ça, c'est certainement regrettable. D'où la nécessité de faire de la pédagogie, mais que cette pédagogie soit confortée par des instances, par une réflexion et par, comme pour la déclaration d'intérêt, finalement, par des procédures qui permettent de contrôler et d'éviter que, parfois même sans mauvaise intention, éviter que des tentations pour certains, soit ne conduisent à la réalisation d'actes malhonnêtes, soit simplement que ces tentations ne fassent naître, parce qu'elles existent, même si elles ne sont pas achevées, fassent naître une suspicion dans le corps social. Et alors, en ce qui concerne finalement les conflits d'intérêts dans le secteur privé et dans le secteur public, c'est à peu près, je dirais, la même manière de penser, sauf que dans le secteur privé, c'est encore plus, je dirais, la recherche du profit, de l'intérêt et peut-être l'absence de morale encore plus forte que dans le secteur public. Quand on voit, je dirais, ce qu'est notre histoire nationale, enfin, on est très marqué par le droit romain. C'est quand même le droit romain qui a inventé la chose publique. On a également toute une histoire qui a été très marquée par l'idée du bien commun, notamment dans la philosophie thomiste, et puis la République aussi, avec toute l'idée de la volonté générale, a également repris à son compte, laïcisé la notion d'intérêt général. Et est-ce que vous ne croyez pas que dans notre pays, toute cette histoire politique, philosophique, doit entraîner des conséquences particulières? Parce que... Lorsque on cherche à mettre en place des garde-fous ou des lignes de conduite pour prévenir les atteintes à la probité, les sanctionner en matière, une fois qu'elles sont commises en matière pénale, bien évidemment, mais pour les prévenir et donc éviter ces tentations,
on participe de l'intérêt général. Et je crois que avant même ces mesures préventives, il y a un rôle incontestable pédagogique à faire à tous les niveaux, au niveau de l'école, encore une fois, mais également pour chaque profession, pour le Parlement au niveau des parlementaires, pour la magistrature, enfin pour les grandes écoles, pour tous les corps, pour rappeler ce qui, pour certains, est évident, mais pour d'autres a besoin d'être rappelé. Messieurs les premiers présidents, merci. Monsieur le Président, Monsieur le chef de service. Oui, je vous laisse, Voilà, si vous pouvez nous laisser votre communication. Voilà. Merci. Vous les avez peut-être. Si on a le recueil de déontologie des magistrats. Je laisse tout ça. Ça, j'ose pas. Oui, vous avez. Vous les avez. Bon, c'est parfait. Très bien. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.